Mesdames et messieurs, bonsoir. Ça ne vous a pas échappé suite à l'annonce choc de la dissolution par le président de la République. Il y aura donc des élections législatives les 30 juin et 7 juillet prochains. Les réseaux régionaux de France 3 et de France Bleu se sont donc mobilisés ensemble pour organiser des débats afin de pouvoir éclairer votre choix dans ce scrutin. Et la circonscription qui nous occupe pour ce second débat de la soirée a été l'une des plus disputées en 2022. Il s'agit de la 6e circonscription de la Meurthe-et-Moselle. Une demi-heure d'échange avec 4 candidats qui sont avec nous sur le plateau et à qui nous allons maintenant demander de se présenter. Alors parmi les candidats, Caroline Fiat, députée France Insoumise sortante, élue en 2017, réélue en 2022. Vous vous représenterez cette année avec l'étiquette LFI Nouveau Front Populaire. Bonsoir Caroline Fiat. Bonsoir. Comme vous l'avez dit, Caroline Fiat, députée et vice-présidente de l'Assemblée nationale sortante, maman de 4 enfants, aide-soignante et prête à aller sur le terrain pour convaincre d'ici le 30 juin que toutes les voix comptent et qu'il ne faut pas se faire voler son vote par le vote de quelqu'un d'autre. Alors lui aussi était déjà candidat dans cette circonscription en 2022. Anthony Boulogne, bonsoir. Bonsoir. Vous repartez dans la bataille sous la bannière du Rassemblement national. Exactement, Anthony Boulogne. J'ai 31 ans, je suis responsable commercial dans une entreprise du secteur informatique. Vous le savez, j'ai à cœur le destin de la France et pourquoi ça fait bientôt 10 ans que je me suis engagé en politique et j'aurai à cœur de changer à l'Assemblée nationale le destin de notre pays. Lui aussi revient en campagne, il était candidat en 2022. Ergun Toparslan sera le représentant d'Ensemble La République, la majorité présidentielle. Bonsoir Ergun Toparslan. Bonsoir à tous, Ergun Toparslan, 36 ans. Je suis marié et bientôt papa. Enfant d'immigrés, issu d'une famille d'ouvriers. Je suis devenu ingénieur en génie civil grâce à l'école publique et laïque. Je me suis toujours engagé dans mon territoire pour améliorer le quotidien des habitants. Et puis un nouveau dans cette 6e circonscription, toujours par rapport à l'élection de 2022. Il s'agit de Jordan Simon qui s'affiche sous les couleurs de l'Union des droites républicaines. Bonsoir Jordan Simon. Bonsoir, je m'appelle Jordan, j'ai 31 ans. Effectivement, nouveau candidat. Et effectivement, je suis engagé dans diverses associations, que ce soit humanitaires, également sociales, sur un parcours atypique où j'ai été éducateur spécialisé, un centre social, mais également aujourd'hui je suis dans la communication et candidat aux législatives de cette 6e circonscription. Alors Jordan Simon, la première question est pour vous. Vous êtes sous l'étiquette, nous l'avons dit, de l'Union des droites républicaines. LR, les Républicains, qui vous a investi et de qui vous réclamez-vous ? D'Éric Ciotti, qui a fait alliance avec le Rassemblement national, ou de toute cette grande partie du parti de LR qui refuse au contraire cette alliance? Eh bien écoutez, je vais vous dire. Face à l'urgence aujourd'hui dans notre pays, parce que nous avons effectivement des extrêmes qui sont aux portes des pouvoirs, il fallait faire porter les voix et les paroles des Français différemment. J'ai souhaité m'investir dans cette candidature, cette 6e circonscription, et puis on m'a investi au niveau des Républicains. Alors qui vous a investi très précisément? Donc c'est directement les Républicains, le siège donc sur la Meurthe-et-Moselle. Et sachez une chose, David Morano. Tout à fait. Et sachez une chose, c'est qu'en fait, les Républicains aujourd'hui sont, on va dire, divisés en 3 parties. Il y a le camp qui va du côté macroniste, il y a ce camp qui va un petit peu sympathiser Ciotti avec le RN, et moi je suis plutôt du camp neutre, une ligne droite qui ne sympathise avec personne et qui est là pour les Français. Ok, écoutez, très bien. Donc pas la ligne Ciotti, ça c'est certain. Alors je rappelle que ce débat se déroule dans le respect des règles fixées par l'Arcom. L'Arcom, c'est l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique qui contrôle donc la pluralité de l'expression politique dans les médias. Et pour ces élections législatives, l'Arcom a fixé le principe de l'équité du temps de parole entre les candidats et non pas de l'égalité, ce qui veut dire que certains candidats sur ce plateau auront moins de temps de parole que d'autres. Alors pour introduire ce débat, nous avons choisi de vous poser tous peu ou prou la même question, celle que se posent tous les Français depuis 10 jours. Fallait-il dissoudre l'Assemblée nationale? Le président de la République a-t-il eu raison de redonner la parole aux Français? On va s'adresser à la députée sortante, Caroline Fiat. Est-ce que, comme beaucoup de Français, vous avez été sidéré par l'annonce de la dissolution? C'est une bonne chose ou une mauvaise chose que de redonner la parole aux Français?
Alors c'est toujours une bonne chose de donner la parole aux Français. J'ai été sidérée parce que nous étions en plein texte de loi fin de vie, pour lequel j'étais co-rapporteur sur un projet de loi aussi important, attendu par 80% des Français, et qui s'est arrêté tout comme la législature. Vous êtes abasourdi, voire horrifié d'apprendre que c'est vous qui devez tout gérer, licencier vos collaborateurs, demander à vos stagiaires de s'arrêter dans la minute même le dimanche soir leur stage alors que c'est important pour leurs études. Est-ce qu'il fallait le faire? Je ne sais pas, et je ne suis pas présidente de la République et je n'ai pas l'ambition de le devenir. Ça a été fait, prenons acte et en avant pour les législatives. Mais en attendant, pour ce texte qui était en discussion, j'ai trouvé ça vraiment méprisant. Ergun Topărslan, Emmanuel Macron a pris cette décision de dissoudre l'Assemblée nationale au soir d'une lourde défaite de son camp aux élections européennes. En prononçant cette dissolution, après cette défaite, et à un moment où sa popularité est au plus bas, est-ce qu'il s'est tiré une balle dans le pied? Est-ce qu'il a tiré par là même une balle dans le pied de son camp? Non, pas forcément. Il ne vous avait pas échappé qu'avant cette élection européenne, on a eu 2 ans de mandature au sein de l'Assemblée nationale qui ne s'est pas spécialement très bien passé, avec beaucoup de désordre et de chaos, du chaos également dans les rues, et aujourd'hui surtout une réalité politique qui faisait qu'il n'y avait pas de majorité absolue qui se dégageait au sein de cette Assemblée nationale. Les Français se sont exprimés à travers les élections européennes avec un vote fort, un vote assez dur aussi pour notre famille politique, et donc aujourd'hui, la responsabilité du président de la République, c'était de dire, dont acte, après 2 ans très compliqués au sein de l'Assemblée nationale, après une élection européenne qui ne nous a pas porté faveur, les Français, réexprimez-vous, donnez une majorité qui puisse gouverner ce pays, qui sortira de cette Assemblée nationale. Et donc c'est dans ce sens-là que les cartes ont été rabattues. C'est une toute autre question qui est posée aujourd'hui que celle des élections européennes. Et aujourd'hui, les Français sont face à leur responsabilité de savoir est-ce qu'ils vont faire le choix entre 2 alliances des extrêmes ou ils vont donner un autre choix, une troisième voie, à un ensemble, un nouveau bloc progressiste, démocrate et républicain. Question à Anthony Boulogne. Le RN devrait avoir beaucoup plus de députés. On a vu que vous avez surfé sur la victoire donc des européennes. Vous êtes sur une phase ascendante. Et pourtant, Jordan Bardella, votre patron, vient de dire que si demain il n'avait pas la majorité absolue à l'Assemblée nationale, il refuserait en fait de gouverner. Est-ce que ça veut dire finalement que le RN a peur du gouvernement, a peur d'aller au-delà de ce parti contestataire qu'il est habituellement? Il n'y a aucune peur. On est dans une forme actuelle qui nous empêcherait, sans majorité absolue, de gouverner. Donc, de facto, avec une même si vous êtes en emprise tête, du président de la République... Même si vous êtes en tête à l'Assemblée nationale en nombre de sièges? Je vois mal comment on pourrait, avec une majorité relative, appliquer notre programme. Il nous faudra une majorité absolue. Et j'appelle les Français qui sont déplacés... Il faudra bien gouverner la France, de toute façon. Il faudra bien gouverner la France. On trouvera des solutions, je l'espère, pour pas qu'on se retrouve sous des formats 4e République, avec une France ingouvernable. Mais nous ne pourrons pas appliquer notre programme. Les Français attendent notre programme massivement. On ne pourra pas y aller si on n'a pas la majorité absolue. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Écoutez, moi j'invite massivement les Français à voter pour nous, nous donner cette majorité absolue avec cette alliance nationale qu'on a formée avec les Républicains et les Républicains d'Éric Ciotti, et d'avoir enfin une majorité patriote à l'Assemblée et qui va pouvoir appliquer le programme qu'on avait demandé pendant la présidentielle. Jordan Simon, justement, quel rôle pour LR dans cette élection? Anthony Boulogne vient de le dire, et on l'a déjà dit en préambule, une partie de LR est allée avec Jordan Bardella et Marine Le Pen, une autre semble se rapprocher d'Emmanuel Macron. Vous vous réclamez, vous, d'une position plutôt au centre dans ce schéma-là, mais quel rôle aura LR dans ces élections, dans cette campagne, et plus tard à l'Assemblée nationale, avec un nombre a priori, selon les sondages, réduit de députés? Écoutez, dans un premier temps, je pense qu'il ne faut pas se projeter sur le nombre de députés ou alors le rôle d'un député LR, mais plutôt sur ce qu'attendent les Français aujourd'hui. D'où ma candidature, et notamment sur cette 6e circonscription où il y a énormément de problématiques qu'il faut résoudre. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons des extrêmes qui sont assez hauts dans les sondages. Il y a une question à résoudre quand même. On a vu un certain nombre de candidats de la majorité présidentielle s'effacer au profit de candidats LR pour favoriser ce qu'on appelle l'arc républicain. Vous vous présentez face à un candidat qui a fait beaucoup mieux que les LR en 2022. Ça risque en fait d'empêcher ce candidat de ne pas d'être éventuellement au 2e tour. Donc vous défavorisez ce qui est appelé en ce moment l'arc républicain face aux extrêmes dont vous ne vous réclamez pas. Vous savez, aujourd'hui, toute personne, tout Français peut se présenter à une élection démocratique qui est la France, et on a cette chance-là encore en France aujourd'hui. Cette candidature n'est pas due d'un simple fait.
J'ai été également candidat aux élections départementales et je connais très bien ce territoire-là. J'ai pu le tracter du haut de la Meurthe-et-Moselle jusqu'à la limite. Donc vous êtes un candidat indépendant. C'est ça, tout à fait. On va rentrer dans le dur des programmes finalement avec une question qui préoccupe les Français, c'est du pouvoir d'achat. Celle qui est en tête des préoccupations des Français, effectivement, c'est le pouvoir d'achat qui a été durement impacté depuis le début de la guerre en Ukraine. L'explosion de l'inflation, des coûts de l'énergie, beaucoup de Français n'arrivent plus à joindre les deux bouts et tous les partis veulent redonner du pouvoir d'achat au foyer. La question est comment fait-on pour redonner du pouvoir d'achat sans creuser davantage le déficit budgétaire déjà abyssal de la France, on le rappelle, à plus de 3 milliards d'euros. Alors, on va poser la question à Anthony Boulogne d'abord. De grands économistes, les organisations patronales, les institutions financières internationales disent que votre programme est irréaliste, qui va mettre la France en faillite, notamment la baisse de la TVA de 20 à 5,5% pour les produits énergétiques, une mesure qui plombe les finances de l'État et qui, selon Bruno Le Maire, qui a beau jeu de le dire forcément, puisqu'il est ministre de l'économie, qui n'augmentera pas le pouvoir d'achat des Français. Vous répondez quoi à vos détracteurs? Votre programme, est-ce qu'il est irréaliste ou pas? Notre programme est réaliste et il est nécessaire. Tout d'abord, je conteste formellement ce qui est dit par des acteurs économiques que vous citez. Il faut rappeler quand même que la France est dans un chaos économique actuellement. On a 3100 milliards de dettes qui ont été créées, dont 1000 milliards sous Emmanuel Macron, alors qu'on ne vienne pas nous faire la leçon d'économie. Vous en créez plus, en fait, c'est ça? Pardon? Vous en créez plus? Non, nous, on veut remettre de l'ordre dans nos comptes publics et dans nos rues. Donc c'est ce qu'on va faire. 300 milliards de déficit supplémentaire. C'est votre bilan. C'est votre programme, là. Non, c'est votre bilan. Alors le programme de la semaine dernière, peut-être, puisqu'il change chaque semaine. Non, il ne change pas notre programme. Je vais vous expliquer immédiatement ce qu'on va faire concrètement pour les Français. Si Jordan Bardella est élu Premier ministre de la France à partir du 7 juillet, directement des mesures d'urgence avec un projet de loi de finances rectificatif. C'est passer la TVA de 20 à 5,5% sur les produits énergétiques, l'essence, le gaz, le fioul, le diesel. Ça va déjà donner une bouffée d'air aux classes moyennes et aux classes les plus précaires, parce que vous savez que les porteurs ont besoin de prendre leur voiture et ils ont bavé cet hiver à cause de vous. Au budget de l'État. Le rétablissement de la sécurité, avec le rétablissement de peines planchées et notamment de suppression des allocations familiales pour les parents de mineurs récidivistes. Ça ne concerne pas le pouvoir d'achat, cette mesure-là. Bien sûr, mais c'est des mesures d'urgence. C'est des mesures d'urgence qu'on va mettre dès l'été en mesure. Et aussi la fin de la submersion migratoire avec la fin du droit du sol, etc. Ça non plus, ça concerne pas le pouvoir d'achat. Ça va être la TVA immédiatement de baisser sur l'énergie. On va engager aussi un bras de fer avec Bruxelles pour sortir aussi des conditions énergétiques européennes qui sont un blocage. Vous savez, on ne profite pas de notre énergie à bas coût, notre héritage du général de Gaulle avec l'énergie nucléaire. Donc c'est notre but aussi déjà d'impacter positivement et de faire une réduction des factures d'électricité et de gaz de nos compatriotes. Il était question de prix plancher pour garantir un revenu aux agriculteurs. Cette question-là, elle a disparu du programme. Pourquoi ? Elle n'a pas disparu du programme, elle arrivera certainement après, lors du projet de loi de finances pour l'État 2025. On aura l'occasion de revenir dessus sur un programme économique détaillé. Les agriculteurs qui sont fortement mobilisés en début d'année attendent des mesures concrètes immédiates. Bien sûr, ils auront des mesures concrètes et immédiates. Elles ont déjà été évoquées par Jordan Bardella. Elles seront réévoquées dans ce deuxième temps, cette deuxième phase, lors du projet de loi de finances 2025 de l'État. Question à Caroline Fiat. Caroline Fiat, sur cette question du pouvoir d'achat, comment redonner davantage aux Français un certain nombre de propositions pour le nouveau Front populaire. Là aussi, la question du financement se pose. Oui, alors je mets mes lunettes, mais le programme est soutenu et défendu par quand même Esther Duflo, prix Nobel d'économie, Michael Zemmour, spécialiste des retraites, ou Thomas Piketty, spécialiste de la fiscalité. Enfin, c'est reconnu par des économistes. Alors effectivement, ça peut faire peur. Ça peut faire peur parce qu'on va aller prendre aux plus riches pour distribuer aux plus précaires. Et c'est ça qui fait qu'on a peur que notre programme ne soit pas faisable. Bruno Le Maire nous explique que abroger le projet de loi de retraite à 64 ans, c'est-à-dire revenir à la retraite à 60 ans, ça coûterait 100 milliards. On y reviendra sur la question des retraites. Ces retraites-là, il s'était fixé ce projet de retraite à 64 ans, c'était pour soi-disant faire 14 milliards d'économies. Donc comment ça coûterait 100 milliards si Bruno Le Maire à l'époque disait que c'était 14 milliards. Donc en fait, il faut un petit peu de sérieux. Et effectivement, bloquer les prix des biens de première nécessité, mais ça on le fera dans les 15 jours si nous sommes
la majorité, nous le ferons tout de suite. Et c'est alimentation, énergie, c'est les carburants, c'est l'augmentation du SMIC à 1 600 €, 10% sur le point d'indice des fonctionnaires, c'est la revalorisation des pensions et l'indexation des salaires par rapport à l'inflation. C'est tout ceci qui fait que les Français vont plus avoir des fins de mois qui commencent le 1er du mois, mais des fins de mois qui auront bien lieu à la fin du mois. Je reste sur cette question du financement. Vous dites aller chercher chez les plus riches, si on a bien compris. Des taxes supplémentaires, des hausses de cotisations sociales ? Si le SMIC est augmenté et passe à 1 600 € net, ce sont des gens qui cotisent. Et donc ces cotisations vont dans les caisses de l'État. Et c'est quand même quelque chose d'important. Ce sont 14 tranches d'impôts qui permettent aux personnes de moins de 4 000 € qui paieront moins d'impôts qu'à l'heure actuelle. Et au-dessus de 4 000 €, vous paierez plus d'impôts. C'est la répartition de la valeur dans notre pays. Et aller taxer les profits des entreprises qui pourraient se gaver sur le dos de leurs salariés. Beaucoup de choses comme ça qui font que, au final, ça tient la route. Et je rappelle quand même qu'aujourd'hui, l'Union européenne recommande d'ouvrir une procédure pour déficit public excessif contre la France. Et ça, c'était pas le nouveau Front populaire qui étions au pouvoir depuis 7 ans, c'était bien Emmanuel Macron et Bruno Le Maire. Ergun Toparslan, est-ce que les propositions en fait, de vos adversaires politiques vous inquiètent ? Est-ce que la majorité actuelle a les moyens encore d'augmenter le pouvoir d'achat des Français dans la future législature, mandature ? Il m'inquiète, c'est surtout que j'ai l'impression qu'il y a une immaturité des propositions. Aujourd'hui, ils sont incapables de nous chiffrer. Madame Caroline Fiat vient nous décrire des augmentations, un déficit supplémentaire. Elle a oublié de citer Valérie Rabault, qui était députée PS, présidente de la Commission des Finances, qui a elle-même explicité ce matin que ça allait créer au minimum 150 milliards de déficit supplémentaire. Le Maire qui a refusé. Elle a elle-même dit que c'était 150 milliards. Aujourd'hui, elle nous explique que l'augmentation du SMIC va créer des ressources. Ça va créer quoi ? Quelques dizaines de milliards ? Même pas. Et vous dépensez à côté plus de 300 milliards de déficit. Je veux dire, c'est surréaliste de faire des programmes. Je vous ai posé la question et vous n'avez pas répondu. Monsieur Boulen, pareil. Vous présentez des programmes sans les chiffrer, sans nous expliquer comment vous allez vous payer tout ça. Aujourd'hui, effectivement, l'Union européenne alerte sur le déficit de la France. Donc, Madame Fiat a raison d'indiquer ça. Et la proposition de ces deux alliances-là, c'est de créer encore plus de déficit. Et la vôtre ? Elle est où la responsabilité ? C'est une réalité. Le pouvoir d'achat des Français a réellement baissé. Tout à fait. Et donc la note, c'est mettre une règle d'or fiscale à s'engager dès la prochaine loi à ne pas augmenter les impôts sur la prochaine législature. Donc ça, c'est une règle d'or fiscale qui n'a jamais été faite. Gabriel Attal l'a annoncé, ça sera fait. Pour augmenter, améliorer le pouvoir d'achat des Français, concrètement, pour baisser de 15% le prix des énergies. Monsieur Boulen s'inquiétait que la réglementation européenne n'était pas assez active. Son groupe parlementaire a voté contre cet mécanisme qui va faire en sorte qu'en 2025, en 2026, le prix de l'électricité va baisser. Aujourd'hui, il s'inquiète de la facture d'électricité. Donc nous, c'est clairement 15% de facture d'électricité en moins, pas de création. C'est presque le seul coup de pouce budgétaire que vous faites. Pas du tout. C'est 10 000 € de primes qui seront pas taxées et pas sous charge d'impôt aux entreprises. Aujourd'hui, c'est des primes que reçoivent notamment les employés de l'usine Saint-Gobain de Pont-à-Mousson. La fameuse prime Macron. La prime Macron qui peut aller jusqu'à 10 000 €. Donc là, concrètement, c'est un revenu supplémentaire dans la poche de nos concitoyens. Évidemment, on peut faire plein de propositions, mais ramener la TVA à 5,5% sur les énergies, déjà il y a 2 semaines, c'était sur tous les produits primaires. Aujourd'hui, ils viennent que sur l'énergie. La semaine d'après, ils vont revenir dessus. C'est faux. C'est que des promesses. C'est une proposition de la présidentielle. Elle va donner une bouffée d'air à beaucoup, notamment les classes moyennes que vous ne défendez pas. Ça, mais vous n'êtes pas en responsabilité, vous êtes incapable de nous dire combien va coûter votre programme. Nous, on le dit, ça va coûter 150 milliards. Vous n'êtes pas prêt à présenter un budget qui va tenir la route. Et demain, d'ailleurs, c'est ce qui fait que les associations des entrepreneurs qui, généralement, dans des élections de ce type-là, ne se prononcent jamais, l'AFEP a réagi aujourd'hui en disant qu'il y avait plus de 2 millions d'emplois qui seraient menacés si les programmes des extrêmes arrivaient aux manettes, aux responsabilités dans notre pays. Donc aujourd'hui, l'heure est plutôt grave. Notamment les TPE qui s'inquiètent de l'augmentation et les indépendantistes. Donc nous, on va essayer de préserver les classes moyennes parce que c'est très sympa d'aller cibler des taxes supplémentaires, mais très souvent, ça arrive toujours sur les classes moyennes. Question rapide du côté de Jordan Simon. Jordan Simon, l'orthodoxie budgétaire, c'est plutôt ce qu'on prône chez LR. Un coup de pouce ou pas de coup de pouce ? Bien évidemment, écoutez, c'est inadmissible de laisser aujourd'hui des gens dans la précarité. On n'arrive pas à finir des fins de mois. Au bout du 10 du mois, on n'a déjà plus rien sur le compte. Pensez-vous que c'est normal ? Monsieur dit qu'on ne va pas augmenter les impôts. Mais qui paye des impôts aujourd'hui ? Aujourd'hui, un smicard ne paye pas d'impôts. Et pourtant, le 10 du mois, le 10 du mois, c'est déjà énorme. Le 5 du mois, il n'a déjà plus rien sur le compte. Qu'est-ce que vous allez faire ? Je suis d'accord, il faut augmenter les salaires. Mais si on augmente de trop les salaires, vous savez, il n'y aura plus d'entreprise. Pourquoi ? Parce qu'il y a énormément de charges.
et une entreprise qui paye trop de charges ne peut pas embaucher. Alors il faut un juste milieu. C'est compliqué de résoudre la quadrature du cercle. On va passer à la question des retraites qui est revenue au cœur de la campagne et qui concerne éminemment les finances publiques également. Les retraites 60, 62, 64, on abroge ou on n'abroge pas la loi, et si on abroge, comment on finance? C'est la question qu'on se pose. Qu'est-ce qu'on fait donc pour les retraites? Parce qu'on n'y voit plus très clair chez LFI, Caroline Fiat. Alors, on revient à 60 ans, on reste à 62 On revient à 60 ans. Je rappelle que beaucoup de... Alors, ce que j'ai lu dans les programmes, c'est 62 ans avec, à terme, un objectif, c'est 60 ans. Mais comment on fait pour financer? Ah bah, mais on finance avec... Mais vous savez, en France, il y a de l'argent. Vous restaurez l'ISF, c'est plus de 10 milliards d'euros. Renforcer l'impôt sur les gros héritages, 17 milliards. Taxer les super profits, 10 milliards. Les tranches d'impôt dont je vous parlais tout à l'heure, c'est 7 milliards. Les niches fiscales inefficaces, c'est des dizaines de milliards. Et je pourrais continuer comme ça. Je pourrais continuer comme ça encore longtemps. On ne toujours pas la facture. Et ne vous inquiétez pas, pour nous, je vous l'ai dit, c'est quand même soutenu par des économistes de renom. Et à un moment donné, il faut faire un choix. Est-ce qu'on veut que les Français vivent dignement et est-ce qu'on veut que les Français puissent à un moment donné profiter de leur retraite? Le chômage des seniors est très important dans notre pays. Et on demande de continuer à travailler plus longtemps alors qu'on n'arrive plus à mettre à l'emploi des personnes de 56, 57, 58 ans. Et surtout, les corps sont fatigués. Un ouvrier, une aide-soignante, des autres professions, arrivés à 60 ans, c'est les troubles musculo-squelettiques, c'est une fatigue et vous ne pouvez pas. Et vous rendez les gens malades de leur demander de travailler encore plus longtemps. Et ça, c'est pas bon parce que des gens qui sont plus malades parce qu'ils travaillent plus longtemps, c'est des gens qui vont à l'hôpital, qui se retrouvent avec des traitements, et ça, c'est un coût aussi. Et ça, c'est une économie, le fait de ne permettre que, en faisant de la prévention, que les gens ne soient pas plus malades. Et tout ceci, ça tient la route. Et vraiment, moi, je vais prendre ma profession d'aide-soignante, à 50, 55 ans, déjà, on ne tient plus debout. Qu'est-ce que vous voulez me demander de travailler jusqu'à 67 ans? Non, parce qu'après, on peut trouver des solutions pour faire en sorte que nos conditions de travail soient meilleures. Et je vais vraiment pour alerter sur le rôle des soignants dans la période. Enfin, on nous demande beaucoup et on n'a jamais rien en retour. Partir à 60 ans pour rentrer dans un EHPAD, l'âge minimum requis, c'est 60 ans. Je vais avoir des résidents plus jeunes que moi à un moment donné. C'est pas possible. On va accélérer le mouvement parce que le temps, malheureusement, passe très vite. Anthony Boulogne, pour le Rassemblement national. L'abrogation de la loi sur la réforme des retraites a été longtemps l'un des totems de Marine Le Pen. Aujourd'hui, Jordan Bardella nous dit on va remettre ça dans un second temps. Ça veut à dire l'automne. Le second temps, c'est l'automne. On va laisser passer. Pourquoi on va pas prendre tout ces de suite premières mesures, je vous disais, de pouvoir d'achat et de sécurité immédiatement si les Français nous font confiance. On va laisser passer après les Jeux Olympiques qui vont être un grand moment pour notre pays. Hein. On adore tous voir la France rayonner à l'international. Et après, pour le projet de loi des finances publiques de 2025, donc à l'automne, abrogation de la réforme des retraites d'Emmanuel Macron, avec une priorité bien évidemment à pouvoir laisser partir ceux qui ont commencé avant 20 ans, avec 40 annuités à 60 ans, parce que ce sont ceux qui ont commencé très tôt avec des métiers les plus pénibles. Alors 60, 62, 64 ? Avec un âge de départ à la retraite à 62 ans. Donc et 42 annuités de cotisation. Et comment on finance ? On finance avec les économies qu'on va faire, sur les niches fiscales, je pense aux armateurs, 4 milliards d'économies, sur les coûts de l'immigration, sur la fraude sociale et sur la fraude fiscale. Il y a beaucoup de milliards à aller chercher, croyez-moi. Et quand on a la volonté d'aller chercher des milliards et d'avoir des dépenses saines, on arrive à avoir un budget équilibré. Vous comprenez que vos électeurs puissent être un petit peu déboussolés parce que cette question de l'abrogation de la réforme des retraites, encore une fois, je le répète, elle était très haut dans les précédents programmes du Rassemblement national et qu'aujourd'hui, Jordan Bardella, certes, remet à l'automne. C'était pas très clair dans un premier temps. Il disait on va le faire dans un second temps. Bon, on ne savait pas trop exactement. Il a précisé son propos ensuite. Mais vous pouvez comprendre que c'est pas de côté ou c'est pas en arrière. Ça puisse déboussoler un petit peu vos électeurs. Je pense qu'il y a aussi un environnement médiatique sur les dates qui sont extrêmement resserrées. Donc, je vous le disais, à l'été, les réformes du pouvoir d'achat, et en automne, c'est le deuxième temps, c'est l'automne. C'est après les Jeux Olympiques et pour le projet de loi de finances 2025. Ergun Toparslan, pour la réforme des retraites, ce qui a été fait est suffisant ou est-ce qu'il faudra encore remettre
au pot parce qu'on dit qu'il y aura un déficit en 2030 qui ne sera pas comblé malgré l'augmentation de l'âge de la retraite. Ben, vous avez tout dit, il y a un déficit qui est encore prévu en 2030. Moi, je vais vous dire pourquoi ils sont en train de repousser ça. Parce que comme Giorgia Meloni qui avait fait l'annonce avant son élection, après l'élection, ils vont revenir dessus. Ils savent très bien que ce n'est pas faisable à date. Là, l'urgence, c'est de pouvoir préserver les pensions de retraite qui sont attribuées aujourd'hui. La revalorisation des retraites, elle a été faite et nous, on va l'inscrire dans la loi, indexation automatique sur l'inflation. Ce qui n'était pas le cas quand les nouveaux alliés de Mme Caroline Fiat, y compris François Hollande, n'indexaient pas les retraites à l'inflation actuelle. Aujourd'hui, on le voit très bien, ils sont très mal à l'aise sur le sujet, parce qu'ils savent que leur proposition, elle est intenable budgétairement. Ils veulent faire des propositions économiques, mais le budget, le voter après, tout ça n'est pas sérieux. Tout d'abord, on détermine un budget, on voit les marges de manœuvre économiques qu'on a pour faire des réformes ou non. Aujourd'hui, la réalité, c'est que pour préserver les pensions, on ne peut pas revenir sur cette loi. D'ailleurs, si on veut préserver le système de retraite actuel, qui est important pour notre pays, on doit pouvoir, encore une fois, le réformer d'ici 2030 pour éviter les différentes problématiques de classe d'âge qui nous attendent. Alors, il nous reste 5 minutes d'émission. Le temps passe à une vitesse météorique. Une réponse d'Anthony Boulogne ? Anthony Boulogne, Oui. on va passer à une séquence qu'on voulait faire. C'était vous laisser la voix pour nous faire une proposition. Qu'est-ce qu'il y a d'important dans la 6e circonscription de Pont-à-Mousson ? Demain, vous êtes élu. Vous faites quoi pour cette circonscription ? Écoutez, dans notre 6e circonscription, 26% de la population active est ouvrière. Donc c'est tout d'abord des mesures de pouvoir d'achat. C'est je m'engage, si je suis élu député le 7 juillet, à pousser au maximum pour augmenter leur pouvoir d'achat, notamment avec la réduction de la TVA sur les produits de première nécessité et énergétiques, mais aussi avec une augmentation de 10% des salaires qu'on va proposer, jusqu'à 3,5 fois le SMIC. Les employeurs qui augmenteront de 10% dans ce cadre-là seront exonérés de charges patronales. Je veux vraiment travailler pour leur pouvoir d'achat, ils l'ont mérité. Est-ce qu'il y a un dossier en particulier que vous voulez porter pour la circonscription, que ce soit du côté de l'économie, que ce soit du côté de l'action sociale et autre chose ? Alors, ce que je veux porter tout d'abord, c'est augmenter les transports, l'offre de transport dans notre circonscription. Vous savez, on est une circonscription très rurale et on sait que 86% des personnes font leur trajet domicile-travail en véhicule. Donc, ils sont extrêmement impactés par le prix de l'essence aussi. Et je souhaite renforcer les offres de transport public sur notre circonscription. Merci. Alors, on arrive déjà pratiquement au terme de cette émission. Ce que je vous propose, c'est d'écouter l'un des candidats que vous n'avez pas encore vu. C'est Dominique Barbin. Il est candidat lutte ouvrière dans la 6e circonscription de Meurthe-et-Moselle. Écoutez-le. Il y a des promesses de tous les côtés, mais aucun ne tiendra ces promesses parce que de toute façon, pour faire tenir la moindre promesse, il faut s'en prendre aux intérêts des capitalistes, de ceux qui dominent la société. Et ça, aucun gouvernement, qui soit du RN, qui soit macroniste, on l'a suffisamment vu, et qui soit de gauche, on l'a vu également, ne le fera. Voilà, et puis sachez qu'il y a 2 autres candidats inscrits pour cette élection dans la 6e circonscription de Meurthe-et-Moselle. Sonia Thirion qui représentera Debout la France et Richard Novak pour le Parti de l'écologie au centre. Nous souhaitons laisser la place à nos candidats pour faire quelque part leur profession de foi et leur engagement pour votre circonscription dans cette élection. 30 secondes pour convaincre. On commence avec Caroline Fiat, c'est à vous. Le Nouveau Front Populaire représente l'opposition au Rassemblement national et nous avons un vrai problème, un vrai programme, un vrai problème avec le Rassemblement national et un vrai programme qui va changer la vie des gens. Abroger la réforme des retraites, abroger la réforme de l'assurance chômage, bloquer les prix et les biens de première nécessité, alimentation, énergie et carburant. Reconstruire l'hôpital public, en finir avec les déserts médicaux, augmenter les salaires, SMIC à 1 600 €, hausse de 10% du point d'indice des fonctionnaires, indexation des salaires sur l'inflation, revalorisation de pensions. C'est concret, c'est maintenant. Si vous m'accordez votre confiance, je m'engage à le faire. Merci, et c'est fini. Caroline Fiat. Pareil, même question, 30 secondes pour convaincre les électeurs. On a entendu votre message après les élections européennes. On a compris que les 2 ans de législature ne vous convenaient pas. Aujourd'hui, je vous propose avec ma suppléante un bloc républicain pour faire face aux 2 alliances extrêmes qui vont amener notre pays dès septembre à la pire crise économique du dernier siècle. Si vous voulez préserver vos emplois, si vous voulez préserver vos services publics et si vous voulez en avoir encore plus, ça sera notre combat. Mais pour cela, il faut tout d'abord préserver notre patrimoine. Le plus grand patrimoine, c'est la République et nos valeurs.
Eh ben c'est parfait, c'était dans les temps. On continue avec Jordan Simon pour l'Union des droites républicaines. Eh bien, écoute, aujourd'hui, je vous invite à me rejoindre dans un projet d'unification où aujourd'hui la France est divisée. On doit pouvoir défendre les Français, défendre leur pouvoir d'achat. Concrètement, aujourd'hui, les Français ne sont plus écoutés. Ils ont été même bafoués et mis de côté. Stop, je dis, il faut aller sur le terrain, les écouter, entendre leurs revendications et les porter à l'Assemblée nationale pour que la France aujourd'hui soit unifiée et qu'on soit fiers d'être Français. Anthony Bologne, pour conclure. Le 30 juin et le 7 juillet, nous avons une chance historique, c'est celle d'envoyer une majorité absolue de députés patriotes à l'Assemblée nationale. C'est défendre votre pouvoir d'achat, votre sécurité et aussi lutter contre l'immigration. Vous savez, j'aime notre territoire, j'aime ses habitants et c'est pourquoi je m'engage en politique. Et je m'engage, si vous me faites confiance, à être un député de proximité, de terrain, mais surtout d'action. Je vous remercie. Voilà, vous n'avez pas fait 30 secondes, vous avez fait 10 de moins, c'est pas bien grave. Merci à tous, concret. merci aux candidats, merci aux téléspectateurs de France 3 Lorraine, bien évidemment, et aussi aux auditeurs de France Bleu. La campagne se poursuit bien sûr sur nos antennes régionales, que ce soit à la radio, à la télévision. Merci à Clément Lullier de France Bleu de nous avoir accompagnés dans cette émission. Cette soirée se poursuit avec la première circonscription de la Meuse. Très belle soirée à toutes et à tous.